Les podcasts du Figaro. Impossible pour moi, à 24 ans, d'être alcoolique. Bien pourtant, la vérité, elle était là et tout crevait les yeux que j'étais alcoolique. On m'a jamais dit que l'alcool était dangereux. On m'a parlé de la coke, on m'a parlé de la weed, on m'a parlé de ces drogues illicites, mais jamais de l'alcool et de ses risques. C'est une maladie, j'ai pas choisi d'être alcoolique. Sans l'abstinence, je ne suis rien. Et c'est grâce à mon abstinence qu'il y a des choses magnifiques qui existent. Ce livre, Le patient expert, puis trouver l'amour. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Mullier, 34 ans. Alcoolique abstinent depuis 10 ans, Baptiste est aujourd'hui patient expert en addictologie et conférencier. Bonjour Baptiste. Bonjour Aude. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance, dans quel type de famille vous avez grandi, et puis quelles étaient vos passions de jeunesse ? Une enfance très heureuse à Londres, dans une famille aimante. J'ai 4 frères, dont un frère jumeau. On a été scolarisés dans le système éducatif anglais. Et j'ai adoré parce que ils font tout pour mettre en lumière l'unicité de chaque personne. Et donc tu peux choisir très très rapidement les matières qui te font vraiment plaisir, qui te font vibrer. Moi, ça a été notamment le sport, dont le foot. Et j'adorais courir sur un terrain, balle au pied. C'est vraiment quelque chose qui m'animait. Et je me sentais véritablement à ma place et vu. Et mes qualités s'exprimaient bien sur le terrain. Le retour à Paris a été difficile après cette enfance très privilégiée à Londres ? Alors, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. À 11-12 ans, on n'a pas forcément les mots non plus pour exprimer ces changements, ces bouleversements. Mais effectivement, mon frère jumeau, lui, a fait une dépression très très lourde, un peu par rejet de ce changement. Et moi, j'ai un peu avancé comme j'ai pu. Je crois que je me suis tu. J'ai tu ce mal-être. J'osais pas en parler parce que moi, je voulais juste rendre fiers mes parents. Je voulais juste recevoir de l'amour. Vraiment, j'étais un enfant qui cherchait juste à être aimé. Donc, quand papa met des règles et est très exigeant, un peu dans le perfectionnisme, j'ai juste envie de suivre comme un bon petit soldat. Donc, je me tais et toutes ces insomnies, crises d'angoisse qui sont arrivées très jeunes, j'en parlais pas vraiment et puis j'avais pas les mots. Ça a été la période de votre adolescence et vous avez bu votre premier verre d'alcool. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je me souviens pas forcément de la première fois, parce que peut-être que c'était une première gorgée de bière dans le verre de mon père ou tremper le sucre dans un digestif. J'ai pas trop de souvenirs de ça, mais le premier bifort à 14-15 ans dans la rue avec mes potes, je m'en souviens très bien. Et c'était le début, c'était les premières fois, les premiers dîners de classe, les premières soirées. Il y a l'ébullition, il y a l'émulation, il y a l'énergie, il y a la testostérone entre mecs, et il y a cette envie de transgresser. Puis moi, j'avais tellement envie de me sentir libre, de m'éloigner de cette pression scolaire, m'éloigner de la pression familiale. Et donc, dans la rue, ces quelques heures, j'ai l'impression que le monde s'offre à moi. Et inévitablement, on achète de l'alcool parce que c'est ce qui se fait. Et moi, je me pose pas de questions parce qu'on m'a jamais sensibilisé sur le sujet. On m'a jamais dit que l'alcool était dangereux. On m'a parlé de la coke, on m'a parlé de la weed, on m'a parlé de ces drogues illicites, mais jamais de l'alcool et de ses risques. Pour moi, je l'ai associé instantanément, dès cette première fois, à la fête, à ce côté très festif, convivial. Et ça a fonctionné. J'ai trouvé dans l'alcool une recette, une pilule magique, en fait, qui me permettait d'exister, d'être vu, de me sentir aimé. Je pouvais danser, je pouvais vaincre ma timidité, cacher mon hypersensibilité, mes angoisses, je pouvais cacher tout ça. Et ce personnage était beau, était bon. J'ignorais encore que c'était un être factice, mais j'ai eu des choses tellement positives au début. Dans votre livre, vous en parlez d'ailleurs de ce personnage, votre livre qui s'appelle « De trinquer, ma vie s'est arrêtée ». Vous le décrivez comme super Baptiste.
celui qui est fun en soirée, qui se fait plein d'amis, le bout en train, celui qu'on a envie de suivre. Vous êtes vraiment construit finalement un personnage grâce à l'alcool ? C'est une évidence. Mon identité s'est construite autour de l'alcool. Je l'ignorais et aujourd'hui je peux mettre les mots, mais je ne m'acceptais pas. J'acceptais pas mon introversion, j'acceptais pas ma terreur du regard de l'autre. J'ai grandi en me calquant sur les désirs des autres. Moi, mes envies, je les ai toujours tues. Et dans l'alcool, il y avait une forme de lâcher-prise, de libération, où au début, ça fonctionne. Avec du recul maintenant, est-ce que vous identifiez ce qui vous a fait totalement sombrer dans l'alcool ? Parce que de nombreux jeunes comme vous font des before, passent de bonnes soirées avec de l'alcool, mais ne deviennent pas alcooliques. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez plongé la tête la première dans ce précipice ? Moi, j'ai des prédispositions. J'ai jamais eu une relation saine à l'alcool. Dès mes 15 ans, quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter, j'ai du mal à dire non au deuxième verre. Ce qui me fait rentrer ou ce qui me fait arrêter, c'est les horaires que mon père me donne. Donc il y a ce garde-fou qui est là et qui me maintient dans une forme de cadre, mais j'ai envie de le péter, ce cadre, dès le début. Et à sa mort, quand j'ai 19 ans, et il meurt de manière très brutale, à 44 ans, sans aucun problème de santé, il est juste parti faire un jogging et il n'est jamais rentré. C'est l'ouverture des vannes. J'ai plus aucune raison de me conformer. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux. Faire ce que je veux, c'est boire, c'est sortir de plus en plus, c'est de commencer plus tôt, finir plus tard. Avec son absence, je bascule, on tombe vraiment dans l'alcoolisme tel que c'est défini par l'OMS, avec cette perte de contrôle, les impacts négatifs et tout ça. Est-ce qu'autour de vous, vos proches s'en rendent compte ? Est-ce qu'ils vous alertent ? Ils sont inquiets. J'ai des phrases comme « t'as abusé, on t'a encore porté à la maison, tu faisais chier, essaye de te calmer ». Je les entendais pas. Moi, je me considérais comme cet être festif, YOLO, genre le mec qui s'en fout de tout. Et puis laissez-moi tranquille. J'ai pas envie d'avoir des responsabilités. Je suis un enfant qui a refusé de grandir. Traverser la berge, aller embrasser les responsabilités, moi, ça me terrorise. Mais oui, très tôt, j'ai eu des amis et mes frères, ma maman qui sont inquiétés. Il y a le déni, il y a la fuite. Je claque des portes, je refuse les discussions, je me mets en colère. Je suis en colère contre le monde entier, mais je pense que je refusais aussi d'être en colère contre moi-même parce que je refusais de voir que je perdais le contrôle. Et c'était impossible pour moi de l'admettre. Dans votre livre « De trinquer, ma vie s'est arrêtée », vous décrivez une véritable descente aux enfers, avec l'accident de votre petite amie, la mort brutale de votre père que vous avez évoqué à l'instant, le jour où vous avez cru mourir dans un vol Dakar-Paris, un viol aussi commis par un homme rencontré en soirée, puis de nombreux blackouts, des réveils très loin de chez vous. Vous dites même que l'alcool était devenu votre Dieu. Quel a été le déclic qui vous a permis de vous en sortir ? Malgré mon sentiment de grande solitude, j'ai eu la chance d'être bien entouré, avec une maman que j'admire tellement, mais c'est l'essence même de l'amour. Et elle faisait tout Paris pour me chercher, en essayant de ne pas me juger, même si elle a été très maladroite, comme beaucoup de gens. Hein. En fait, ils étaient là et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus d'avoir besoin d'alcool pour me maintenir à flot, pour essayer de récupérer, parce qu'on tombe dans ces cercles vicieux. J'ai besoin de boire. J'ai l'impression que c'est ça qui va me sauver. Et en fait, cet effet instantané me sauve le temps d'un instant, mais la descente est de pire en pire. Les gueules de bois sont de plus en plus mortifères. Et avec ce côté dépresseur de l'alcool vient la dépression, les idées noires. Et je ne sais plus où je suis, je ne sais pas si ma place dans le monde est peut-être possible, je ne veux même plus exister. Mais il y a eu ce fameux 31 mars 2015 où maman rentre dans ma chambre et aborde le sujet avec douceur, avec amour. Elle me parle des alcooliques anonymes et je sais pas comment l'expliquer, pourquoi j'ai été prêt, pourquoi j'ai écouté, pourquoi j'ai accepté cette main tendue, je pourrais pas l'expliquer, mais elle a prononcé le terme alcoolique et je pense que toutes mes frasques, toutes mes beuveries, tous mes états lamentables, c'était des appels au secours. Et j'ai accepté de l'aide. Et ça a été le début, ça a été évidemment très dur. J'y suis pas arrivé du premier coup, mais je suis rentré dans ce chemin où les mots sont posés et je ne fuis plus. En plus de cette phrase de votre maman,
Vous avez eu une lettre de votre équipe d'amis que vous appelez les piou-piou. Est-ce que ça a été aussi une partie de ce déclic finalement? Des amis, des proches, des personnes du même âge que vous qui vous disent là, c'est trop, mais on est là pour t'aider? Je suis en gratitude la plus immense parce que j'arrête à l'âge de 24 ans et je suis infiniment reconnaissant que mes potes à 24 ans trouvent les mots et soient suffisamment conscients de ce qui arrive. Bien sûr, ils ont mis du temps à mettre un mot dessus aussi. Pour eux, l'addiction, c'est un truc pour les vieux. Et moi aussi, je pensais que c'était pour les vieux cons. Impossible pour moi, à 24 ans, d'être alcoolique. Bien pourtant, la vérité, elle était là et tout crevait les yeux que j'étais alcoolique. Et je parle d'acte de providence parce que le même jour où maman vient s'asseoir au pied de mon lit, je reçois une lettre signée par mes meilleurs amis, mes véritables amis, ceux qui m'aiment pour qui je suis, qui m'acceptent même hors alcool. Et ils me disent, on sera là, on ne sait pas comment faire, peut-être que tu as des choses à nous dire, mais on sera là. J'ai une chance inouïe, je sais que d'autres personnes ne pourront peut-être pas s'identifier à mon histoire, peut-être que d'autres n'ont pas cette chance d'avoir cette famille, mais c'est ce lien qu'on peut trouver dans les groupes de parole. C'est tellement précieux. En fait, la solitude, c'est ce qui tue tout autant que l'addiction. Mais oui, j'ai ce socle. J'ai fait le tri, bien sûr. Il y a des personnes qui se sont éloignées naturellement ou que j'appelle plus parce que c'est des gens qui n'acceptent pas mon choix, mais ça existe de trouver des gens qui vous aiment et qui vous donnent une place. Ça a été un long cheminement, vraiment pas facile, mais j'ai été aidé. J'ai jamais fait les choses tout seul. Enfin, j'ai dû accepter un jour. J'ai dû admettre que je ne pouvais pas tout faire tout seul. Et c'est ce lien. Je répète beaucoup ce mot, mais c'est ce qui a contribué à ce que je deviens aujourd'hui. À quoi a ressemblé votre accompagnement par les alcooliques anonymes? Les alcooliques anonymes ou d'autres groupes de parole ne sont qu'une ressource. Moi, ça a été une porte ouverte sur un nouveau monde. Je me sentais si seul, si différent, le mouton noir de mon cercle social. Je ne savais pas où était ma place et là, dans cette salle, j'ai trouvé de l'humanité. J'ai trouvé une absence de jugement, j'ai trouvé une place avec des bras qui m'accueillent, qui m'embrassent, qui me font des câlins, des regards qui ne jugent pas. Et c'est ce dont j'avais besoin, me sentir moins seul ou pouvoir aussi me décentrer de ma propre souffrance parce que ça fait du bien d'entendre d'autres témoignages et de me dire, ils se battent aussi. Ou ils essayent jour après jour de repousser la première gorgée. Et puis je vois aussi qu'ils trouvent du détachement et puis ils y arrivent. Et puis pour eux, ça devient un non-sujet et j'ai envie d'accéder à ça. Alors quand je rentre chez moi, je me dis, j'ai toutes ces voix dans ma tête et je me dis, tiens, encore 24 heures. Puis j'y retournais, ça me faisait du bien. Ça rechargeait mes batteries. Je suis aussi allé voir des thérapeutes, des addictologues, des psychiatres. J'ai pu libérer la parole auprès de ma famille. J'avais des discussions où j'essayais de briser leur ignorance vis-à-vis de cette maladie. Bien poser ce terme, c'est une maladie, c'est pas un manque de volonté. C'est une maladie, j'ai pas choisi d'être alcoolique. En revanche, peut-être que je peux me responsabiliser et choisir le soin. Et ça, c'est en mon pouvoir. Accompagner, bien sûr, mais in fine, la décision me revient. Vous avez connu 2 périodes d'abstinence avant celle actuelle qui dure depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous aide sur ce chemin? C'est une question complexe. Évidemment, les soins thérapeutiques, mes amitiés, ma maman, mes frères, le sport, cet exutoire qui me permet de libérer la colère contenue et la frustration, et puis petit à petit, se redécouvrir, se reconnecter à ses émotions, oser les traverser plutôt que les fuir. De la résilience, mais ça s'apprend. Je n'ai pas de recette miracle et peut-être que d'autres ont d'autres parcours et c'est cette multitude de parcours qui rend ce chemin très beau. C'est qu'il n'y a pas une manière de s'en sortir, mais on cherche une meilleure qualité de vie. Tous ces différents parcours permettent de s'identifier, de briser la solitude, de briser le tabou, de déstigmatiser la maladie et on avance ensemble avec les ressources que l'on a, que l'on trouve. Peut-être que l'écriture m'a aussi sauvé la vie. J'ai pas tenu, mais voilà, j'avançais jour après jour, ça devenait moins le brouillard. Et puis une énième tentative de répondre aux attentes des autres en entreprise et de faire le bon petit CV, bon petit soldat. Je suis retombé en dépression, dans l'abstinence et je me suis dit, mais ça suffit en fait.
Tous les humains ont envie d'anesthésier une douleur, de fuir, de mettre son cerveau en pause, c'est humain. Mais parfois, on bascule dans des produits artificiels, addictogènes, qui brisent des mécanismes dans ton cerveau, qui modifient tes circuits de la récompense, et ensuite ça devient un besoin. Et dans l'écriture, j'ai trouvé un espace d'expression qui me convenait et qui me permettait de me mettre à nu. Et ça a été aussi ça, thérapeutiquement, ça m'a tellement aidé parce que enfin, je peux me regarder en face, les choses que j'ai envie de fuir. Je regarde vraiment au plus profond des choses. Et j'ai été accompagné par une femme qui s'appelle Judith Lossman, qui est littérothérapeute, thérapie par l'écriture, et qui m'a aidé dans ce cheminement. Je suis tellement fier de ce socle, de ce livre qui s'appelle « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée », qui a été peut-être le début de... En fait, j'ai le droit d'exister. Cette maladie, aujourd'hui, je dis vraiment que ça a été peut-être le passage incontournable pour accepter ma place dans la vie. Dans ce chemin d'abstinence, quels sont les moments les plus durs ? Je pense à plusieurs choses. Je pense que la société n'aide pas, que la société valorise l'alcool, la glamourise. C'est un vecteur de convivialité, c'est présent partout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais dès qu'on fait un petit pas de côté, dès qu'on est un peu trop bourré, on nous pointe du doigt et on devient infréquentable. Bien sûr, j'ai une responsabilisation dans mes soins, mais la société, les terrasses, les affiches, les pubs, tout est alcoolisé. Et c'est difficile de se sentir différent, de se sentir exclu. Eux, ils ont droit et pas moi. Et moi, j'aimerais tant, mais je sais aussi que ça me détruit. Alors c'est important de s'entourer, bien sûr, de gens qui vont vous aider à lisser un peu cette tristesse, cette nostalgie, cette frustration, et vous permettre de créer un environnement où c'est un peu plus facile de ne pas boire. Donc ça, c'est difficile. Mais je trouve que en fait, le plus difficile, c'est d'oser se regarder en face et de s'aimer. Ce chemin, ce processus, cette connexion à soi, à ses émotions, c'est vachement dur. On n'a pas envie de ressentir l'angoisse, la tristesse, la colère, la solitude. C'est difficile d'embrasser tout ça. Mais c'est la vie. C'est la vraie, c'est l'authenticité. Et en fait, moi, j'avais tellement peur de lâcher cette identité alcoolisée. Je pensais que c'était mon vrai moi. En fait, quand on laisse tomber les masques, ce qui est terrifiant, c'est de voir qu'il y a une vérité de l'autre côté de ce masque. Mais c'est du vrai, c'est soi. Et ça fait du bien, même si au début, il n'y a pas ces shoots de dopamine, ces effets intenses, il n'y a pas ce côté rock'n'roll transgressif, c'est un peu plus équilibré. Mais au final, qu'est-ce que j'aime cet équilibre ? Qu'est-ce que j'aime moins connaître des montagnes russes ? Et qu'est-ce que j'aime ne plus avoir cette gueule de bois ? C'est du vrai. Et c'est ça le début du chemin, c'est de se reconnecter à soi. Vous parliez à l'instant du rôle de la société. De plus en plus de personnes, notamment des jeunes, boivent peu, voire pas du tout d'alcool, mais c'est toujours difficile à assumer. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train d'évoluer ? Et qu'est-ce qu'on peut répondre quand on est une personne qui boit peu ou pas, à ceux qui font des remarques, qui se moquent, qui mettent la pression ? Je vais vous parler d'une anecdote qui m'a fait verser beaucoup de larmes. J'étais en vacances dans un endroit paradisiaque. J'ai demandé un cocktail sans alcool. Et on m'a apporté ce cocktail, mais avec alcool, et j'ai bu une gorgée. Dans ces moments de vacances, j'ai tellement envie de faire confiance. Cette vigilance qui est aujourd'hui ancrée, c'est même plus un sujet, j'y pense même plus. Mon abstinence, c'est plus du tout une épée de Damoclès au-dessus de moi, mais dans ces moments-là, j'aimerais bien qu'on me foute un peu la paix. J'aimerais que ça soit plus facile. Et là, dans cet instant-là où je me suis fait avoir, je me dis, mais merde, quoi. Et j'aimerais tant que l'absence d'alcool, que le non soit normalisé. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je boive pas ? Je suis là, je fais la fête, je suis avec vous, je vis. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? C'est toujours la même chose si on prend d'autres drogues, si on prend la weed, la coke ou même la cigarette. Il y a des choses qui sont actées, qui sont normales. On célèbre les gens qui arrêtent la clope, on célèbre les gens qui arrêtent la weed. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a arrêté l'alcool, ça questionne, ça chamboule, il y a toujours du jugement. Ah bon, mais c'est trop bizarre en fait, il y a du jugement et tu deviens peut-être infréquentable, tu vois. J'aimerais que l'on puisse continuer en fait à en parler. Moi, si je prends la parole, c'est pas de dire j'ai la vérité et puis suivez-moi, je détiens la vérité, pas du tout.
J'ai un parcours, j'ai une expérience, je demande à personne de s'identifier, mais si certains mots permettent de briser la solitude et permettent à d'autres de se sentir moins seuls ou d'y croire, ben je continuerai de parler, de déstigmatiser, de briser la honte. Et ça aussi, c'est un point de départ. Continuons à en parler, continuons à briser ce tabou, à dire que c'est une maladie, pas un manque de volonté. C'est pas de notre faute, mais on est là. On fait comme on peut et on a trouvé dans l'alcool ou autre substance une solution qui a marché le temps d'un moment et aujourd'hui c'est un problème. Mais il y a des ressources. Et je vous promets, vous ne serez pas seul. Il y a des mains tendues, il y a toujours des mains tendues. Témoigner, c'est justement ce que vous faites dans votre métier aujourd'hui, puisque vous êtes à la fois conférencier et patient expert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste d'être patient expert ? Alors c'est une activité, un métier que j'ai découvert pendant l'écriture de mon livre. Je me suis dit, en fait, le livre, c'est pas assez, je dois m'engager. Et puis surtout, je me sentais enfin éclore. Je pouvais un peu percevoir où serait ma place. Et j'ai osé à nouveau faire un pas de côté et me créer mon propre chemin. Le patient expert, ce diplôme que j'ai entre les mains, cette certification, c'est mon identité. Je me sens apaisé parce que je me sens à ma place avec ce diplôme entre les mains, de pouvoir transformer des souffrances, des cicatrices en outils pour les autres et d'être là, simplement là, à l'écoute, en sachant que j'ai pas toutes les réponses, mais je suis là et j'essaye de dire certaines choses que j'aurais aimé entendre. Et grâce aux patients experts, je me sens légitime à faire des conférences, à sensibiliser les jeunes, à leur dire que l'addiction existe, que le mal-être existe, que la santé mentale est un sujet très très important. La souffrance est là, auprès des jeunes, et j'essaye aussi d'insuffler cet espoir. C'est possible de trouver sa place, c'est possible de choisir la vie. Ces dernières années, vous vous êtes marié, vous êtes devenu père. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça m'a énormément touché et encore une fois, je suis en gratitude et en reconnaissance par rapport à mon abstinence, parce que sans l'abstinence, je ne suis rien. Et c'est grâce à mon abstinence qu'il y a des choses magnifiques qui existent. Ce livre, le patient expert, puis trouver l'amour. Je me sentais tellement indigne, pas aimable. Et là, il y a une fille qui m'a accueilli les bras ouverts et qui m'a accueilli pour ce que je suis et qui m'aime pour ce que je suis. Je croyais plus en l'amour. Je détruisais tout dans l'alcool. Et là, moi qui étais aussi un enfant qui refusait de grandir, bien je suis si fier de construire, que ma parole est une valeur, de pouvoir m'engager, même si ça me terrifie, je m'engage, j'ose. C'est beau en fait. Et mon fils, alors il commence à peine à parler, mais dans ses yeux, je vois qu'il a besoin de 2 choses, et je pense qu'on a tous besoin de 2 choses seulement dans la vie. On a besoin de présence, et on a besoin d'amour. Et je peux pas offrir ça à mon fils si je bois, donc mon fils aussi, c'est un renouvellement du pourquoi je choisis l'abstinence et de pouvoir lui donner cette présence et cet amour. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes en paix ? Ouais, je suis en paix, même s'il y a certaines émotions qui me traversent et mon hypersensibilité, parfois, est difficile à embrasser, mais je suis en paix. Mon choix, il est acté, il n'y a plus aucun doute, il n'y aura pas d'alcool dans ma vie, j'ai aucun doute, c'est aussi le trésor du temps, ce cheminement de cette paix intérieure retrouvée. Et puis honnêtement, je me considère heureux, je me trouve heureux. Alors, c'est quoi être heureux ? C'est tellement vaste, mais je pense que, selon moi, être heureux, c'est de pouvoir choisir, d'être libre. Et aujourd'hui, je suis libre, parce que je suis plus sous l'emprise de l'alcool. Il est déjà l'heure de vous poser notre question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? Je pense évidemment à Judith Lossman, qui a tant de choses à dire sur cette forme de thérapie. Et j'aimerais surtout mentionner mon frère jumeau, Marin, qui a connu aussi ses propres péripéties, qui a une histoire, pour moi, tellement inspirante. Et je pense qu'il a beaucoup à offrir, notamment
son témoignage sur la santé mentale, ce qu'il traverse actuellement. Il ferait beaucoup de bien. Merci Baptiste. Merci beaucoup Aude de m'avoir sollicité, de m'avoir tendu votre micro. Vous pouvez suivre Baptiste sur son compte Instagram Mulier Baptiste et retrouver son livre auto-édité sur son site internet. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt.